Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous nous suiviez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion, que ça soit en podcast ou sur YouTube, puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va causer des samouraïs, et ça tombe bien parce que j'ai eu la chance de diriger un petit bouquin dessus, de synthèse sur les samouraïs, dans lequel intervient notre invité du jour, nul autre que Pierre-François Souiri, un historien spécialiste de l'histoire du Japon, actuellement professeur honoraire à l'université de Genève. Il a dirigé la maison franco-japonaise de Tokyo, séjourné de longues années au Japon. Il collabore régulièrement à la revue L'Histoire. Il a publié de nombreux articles et ouvrages comme Nouvelle Histoire du Japon en 2023, Histoire des samouraïs, Les guerriers dans la rizière en 2024 et Histoire des ninjas que j'ai reçu par la poste il y a quelques jours. Voilà, Histoire des ninjas, hommes de main et espions dans le Japon des samouraïs en 2024 également. Il a également participé, donc je le disais, à l'écriture du livre collectif que j'ai dirigé sur les samouraïs et qui, est juste ici. Regardez comme il est beau. Voilà, c'est un très bel ouvrage. Je le vends bien. Et donc, vous pouvez le retrouver en librairie ou un petit peu partout. Voilà, c'est dit. Maintenant, place au Moyen-Âge japonais et aux samouraïs avec le camarade Pierre-François Souiri. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas de prendre un petit peu de ton temps pour qu'on discute ensemble de ces samouraïs que tu as, sur lesquels tu as tant travaillé. Donc on est ensemble pour environ 2 heures et durant cet entretien, on va revenir sur la figure du samouraï et notamment sur le samouraï à l'époque médiévale. Avant toute chose, c'est la tradition dans cette émission, on revient un peu sur le parcours de notre invité et donc j'aurais aimé savoir comment toi t'en es arrivé à t'intéresser au Japon et plus particulièrement aux samouraïs. C'est une idée qui m'est venue lorsque j'étais lycéen, lorsqu'on avait présenté au ciné-club, à l'époque il y avait des ciné-clubs dans les lycées, on avait présenté le film Les 7 samouraïs, j'étais resté complètement stupéfait devant ce film qui évidemment évoquait une histoire dont personne ne parlait jamais. J'avais demandé au prof d'histoire qui avait assisté au film lui aussi de nous faire un topo sur l'histoire du Japon, l'histoire des samouraïs. Il était devenu tout rouge, il m'avait dit mais j'en suis incapable. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait, personne ne travaillait en France à cette époque-là, c'était dans les années 60, personne ne travaillait sur ces questions d'une façon générale. Et donc voilà, ça m'a donné l'idée de me mettre au japonais, de faire des études d'histoire et de fil en aiguille, j'ai passé presque une 50aine d'années à travailler sur l'histoire japonaise, soit en France, où j'ai enseigné longtemps à l'INALCO, soit au Japon, où j'ai enseigné aussi et j'ai fait de la recherche évidemment. Donc j'ai vécu une 15aine d'années au Japon. Et puis en Suisse, ensuite à Genève. Et là, je suis maintenant un heureux retraité. Ah, bravo, félicitations. Alors, t'es retraité, mais c'est pas pourtant que t'es inactif. On peut, voilà. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose parce que tu continues quand même à pas mal bosser. Oui, je continue à travailler. J'écris pour l'essentiel. Puis je participe à des interviews comme aujourd'hui ou des conférences comme à Blois la semaine prochaine. Donc là, je viens de sortir, donc en effet, ce livre sur les ninjas qui est tout chaud, là, qui vient de sortir. Alors, tu as fait partie de l'équipe, je le disais, qui a bossé sur le livre des samouraïs. Sur quelle partie, toi, tu as bossé ? Tu m'as demandé de travailler à la fois sur le début et sur la fin. C'est-à-dire, j'ai donc fait quelques planches consacrées donc, aux origines des samouraïs, donc au tout début, à l'émergence du phénomène samouraï dans la société japonaise, donc à partir du Xe siècle. Et puis, tu m'avais également demandé de travailler sur la fin, c'est-à-dire la révolution Meiji, la suppression donc de l'ordre des samouraïs, les dernières révoltes de samouraïs, notamment à Kyushu, enfin en 1877, la guerre qu'on appelle la guerre du Sud-Ouest au Japon. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait les deux bouts en quelque sorte, et puis les autres collègues ont fait le milieu, si je puis dire. Et tu as aussi traduit ? Ah, puis j'ai traduit, oui, en effet, oui, le texte qui nous avait été envoyé par mon collègue Nakajima Keiichi, qui est professeur à Keio, à l'université de Keio, qui a fait un très beau texte d'ailleurs sur les Japonais et la culture. Enfin, les samouraïs et la culture.
Et oui, c'est moi qui l'ai traduit. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va évacuer ce point-là aussi, mais du coup, tu as été consultant pour le prochain Assassin's Creed. Ça a été quoi ton rôle sur cette production ? Alors, il se trouve que le prochain Assassin's Creed, qui va donc sortir en février prochain, se passe donc dans le Japon féodal de la fin du XVIe siècle, juste avant et juste après l'assassinat de Nobunaga, donc aux alentours de 1579-1582. Et j'ai été contacté par les gens d'Ubisoft donc pour être leur conseiller historique. Alors, je ne suis pas le seul, il y a d'autres collègues aussi japonais qui travaillent sur ce jeu, qui ont travaillé sur ce jeu. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe très simplement. Ils me posent des questions et je leur réponds, soit par mail, soit en vidéoconférence. Alors, des fois, c'est des questions très simples qui ne nécessitent pour moi guère de travail. Mais des fois, c'est des questions assez compliquées et qui nécessitent des recherches, en tout cas des compléments de lecture. Donc, le travail est très divers en réalité. Ça va depuis le contexte historique des années 1580. En tant qu'historien, je suis évidemment capable de le faire relativement facilement, à comment est-ce qu'on fabriquait le sel au Japon au XVIe siècle et comment est-ce qu'on le vendait. Là, ça nécessite un peu plus de recherche, parce que je ne suis pas spécialiste de l'histoire des techniques. Ou bien, comment ça se passe, une pièce de No dans le Japon du XVIe siècle. Et là, je le rappelle, parce qu'on a reçu pas mal de gens qui ont pu collaborer sur des grosses productions. Alors, on a eu, par exemple, Laurent Turcot dans le passé qui a bossé sur Assassin's Creed Unity, mais dernièrement, on avait reçu aussi le conseiller historique de Ridley Scott sur Napoléon. Vous voyez très bien comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on pose des questions aux historiens, ils répondent, et ensuite, l'historien n'a aucun contrôle sur ce qui est fait de la matière dans le jeu, quoi. En gros. C'est-à-dire que le problème, c'est un jeu vidéo, c'est pas donc il y a forcément une partie fiction qui m'échappe complètement. L'intrigue, par exemple, d'un point de vue historique, elle a ni queue ni tête. C'est toujours les fameux Templiers, les bons et les méchants qui se disputent. Bon, tout ça n'a d'un point de vue historique ni queue ni tête. Mais ça, moi, je peux pas intervenir là-dessus. De même sur le personnage, l'un des deux personnages, qui est une femme ninja. Il n'y a jamais eu de femme ninja dans le Japon du XVIe siècle, mais c'est pas grave. C'est le jeu, c'est une fiction et il faut accepter ça. Par contre, dans le détail, c'est-à-dire quand les personnages se promènent dans les rues d'une petite ville ou dans un temple, eh bien la reproduction de la ville avec les étals de marchandises, les gens qui marchent dans la rue, ou bien les détails du temple en question sont reproduits avec une fidélité, une exactitude qui m'ont stupéfait. Et vous savez que Assassin's Creed, les architectes qui ont travaillé sur la reconstruction de Notre-Dame ont utilisé le jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, celui sur la Révolution française. Unity, ouais. Où il y a des scènes qui se passent à l'intérieur de Notre-Dame, je crois, et où la reconstitution de Notre-Dame était parfaite. Donc, ça les a aidés à reconstruire le bâtiment. Donc, c'est vous dire le degré de précision de la chose. Donc, c'est à la fois un jeu donc complètement fictif avec évidemment des aventures, etc., qui n'ont aucun rapport avec la réalité, mais en même temps, il y a une volonté d'exactitude sur le plan historique qui est tout à fait remarquable. Ça, je dois dire, j'ai été bluffé moi-même. Bon, et c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime dans ce type de jeu, c'est le mix entre les deux. Bon, revenons à nos moutons et plutôt à nos samouraïs, qui n'ont pas grand-chose de comparable avec des moutons. Mais puisque c'est quand même bien que l'on sache un petit peu de quoi on parle tous ensemble et qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose, on va commencer peut-être par définir ce qu'est un samouraï. Alors, c'est quoi un samouraï ? Ça a l'air simple comme question. Un samouraï, c'est un guerrier. C'est un personnage donc qui naît au cours du Xe siècle, on va dire, et qui disparaît à la fin du XIXe siècle. Donc pendant pratiquement 1000 ans. Donc vous imaginez bien que pendant 1000 ans les choses ont évolué. C'est pas tout à fait le même au début et celui à la fin, bien entendu. Donc alors c'est un guerrier qui est l'homme de son seigneur. C'est le vassal de son seigneur. Il est au service de son seigneur. Et en échange de ce service, il reçoit une terre. On est donc dans une société qui colle assez bien avec ce qu'on peut définir comme une société féodale. Alors par la suite,
à partir de la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, il y a un certain nombre de réformes qui sont opérées à la tête de l'État, qui font que les samouraïs deviennent des fonctionnaires, en quelque sorte, des seigneuries ou de l'État shogunal. Ils vivent en ville et non plus à la campagne au milieu de leurs terres, et ils sont en quelque sorte déterritorialisés par rapport à la situation précédente. Donc, il y a vraiment deux grandes époques pour l'histoire des samouraïs. La première, donc, qui va à peu près jusqu'à la fin du XVIe, au début du XVIIe, qu'on appelle d'ailleurs le Moyen-Âge, et une seconde du XVIIe à la fin du XIXe, enfin en Belgique, qu'on appelle l'époque d'Edo, ou les temps modernes, si on préfère, et qui, avec des samouraïs qui ne sont plus des guerriers au sens strict du terme, mais qui sont plutôt des fonctionnaires seigneuriaux, ou des lettrés, ou des médecins, ou des gens très divers, mais de statut samouraï, de statut guerrier, c'est-à-dire font partie d'une forme de noblesse, même si cette noblesse est assez peu argentée dans sa majorité. Et d'ailleurs, sur cette période de la fin du Moyen-Âge japonais et cette époque Edo, eh bien pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver des podcasts avec Julien Pelletier, respectivement, et Olivier Ansart, qu'on a déjà fait sur ces périodes-là. C'est dispo partout sur YouTube en podcast, et les deux camarades avaient aussi participé à cet ouvrage collectif sur les samouraïs. D'ailleurs, ce terme de samouraï, il vient d'où ? Est-ce qu'au Japon aussi on utilise le terme de samouraï ? Est-ce que ça peut désigner est-ce qu'il y a d'autres termes pour désigner ces guerriers ? Alors, le terme de samouraï en tant que tel vient d'un vieux verbe japonais, saburafu, qui signifie servir. Donc, le samouraï, c'est un serviteur à l'origine. Et d'ailleurs, il y avait des femmes à la cour qu'on appelait des samouraïs, c'est-à-dire c'était des serviteurs, des servantes plutôt. Mais très vite, le terme est connoté militairement. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quel serviteur, c'est le serviteur en armes. Donc, celui qui constitue l'escorte d'un aristocrate ou d'un empereur et qui est habile dans le maniement des armes. Ça, c'est une chose. Et puis, par ailleurs, naissent dans les provinces des petits propriétaires fonciers qui s'autonomisent, qui deviennent donc des seigneurs et qui ont autour d'eux des hommes d'armes, qu'on appelle d'ailleurs à l'époque souvent tsuamono, c'est-à-dire des hommes d'armes, c'est exactement ça, et qui sont un petit peu comme dans les vassalités occidentales, qui sont autour du seigneur et qui font régner en quelque sorte l'ordre du seigneur sur ces terres. Les seigneuries japonaises de cette époque fonctionnent un petit peu comme les seigneuries occidentales, c'est-à-dire que le seigneur possède la force armée légitime, c'est-à-dire ses hommes à lui. C'est lui qui rend la justice et c'est lui qui touche l'impôt et c'est lui qui en même temps organise les forces militaires sur son territoire. Donc on est vraiment dans le cadre d'une société typiquement féodale à l'autre bout du continent euro-asiatique. Et de ce point de vue-là, le Japon fonctionne de façon très différente de la Chine ou de la Corée, par exemple. Alors, tu viens de lâcher le mot, de la féodalité occidentale. On a tendance souvent à comparer les samouraïs aux chevaliers médiévaux occidentaux. Est-ce que c'est pertinent, cette comparaison ? Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question juste avant, parce que il y a d'autres mots pour désigner les samouraïs. Le samouraï n'est qu'un de ces mots, en quelque sorte. Mais les Japonais utilisent beaucoup le terme bushi. Bushi signifie la même chose, ça veut dire guerrier. On trouve d'autres mots comme buke également. Bu, ça signifie les armes, tout ce qui relève du militaire. Et shi désigne celui qui est un homme, un honnête homme, on dirait un gentleman si vous préférez. Donc ce sont voilà, bushi. Le terme le plus souvent évoqué au Japon, c'est plutôt bushi que samouraï. Mais dans le vocabulaire occidental, c'est le mot samouraï qui l'a emporté. Donc on dit les samouraïs, mais les Japonais comprennent parfaitement. Si on dit les samouraïs, c'est un mot japonais, bien évidemment. Alors, la deuxième question, c'était, du coup, j'ai oublié. Est-ce que c'est pertinent de comparer ces samouraïs à nos chevaliers ? La première chose qu'il faut dire, c'est que quand les Portugais sont arrivés au Japon au milieu du XVIe siècle, les premières relations qu'ils envoient en Occident pour parler de ce pays, c'est pour dire les Japonais sont comme nous, ils ont des comtes, des ducs et des chevaliers. Il existe aussi au Japon, disent-ils, des villes qui fonctionnent un peu comme chez nous, c'est-à-dire des villes libres qui s'auto-administrent. Ils pensent à Sakai ou Hakata, évidemment, du côté occidental, on pense plutôt aux républiques italiennes.
Il y a donc, dès le début du contact entre les Occidentaux et les Japonais, cette idée d'une ressemblance des structures sociales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si les structures sociales peuvent être comparées, évidemment, les mœurs sont totalement différentes, la culture est différente, la religion est différente, et ça fait dire à Valignano, le visiteur des Jésuites vers 1580, qui dit « Finalement, les Japonais sont comme nous, sauf qu'ils ne connaissent pas Dieu ». Donc, il y a quand même cette idée de ressemblance. Alors, j'en profite pour dire que quand les Espagnols arrivent en Amérique, ou même les Portugais à Goa, ou en Inde, ou à Malacca, en Malaisie, ils disent pas la société locale, elle ressemble à la nôtre. Ils disent c'est très différent, ce sont des barbares, des païens, des nains, et il n'y a pas cette idée de la proximité sociale. Le Japon est le seul pays où il y a cette idée que, comme chez nous, il y a des gonds, des comtes, des ducs, etc. Et ils disent, et il y a même un type qui habite dans son palais là-bas, qui est une sorte de pape. Il parle évidemment de l'empereur. Les daimyo, c'est-à-dire les grands seigneurs du Japon, ils disent que ce sont des rois. Alors c'est rigolo parce que ce sont des rois qui ont un territoire grand comme la moitié d'un département français, mais enfin bon, ce sont quand même des rois. Ils sont des roitelets. Ils ont été nommés par personne, ils ont pris le pouvoir sur place et ils l'exercent comme des monarques. Donc cette comparaison, elle existe dès le début. Et par la suite, au XIXe siècle, par exemple, Karl Marx, il dit dans le Capital, il dit regardez, parce qu'on ne comprend pas très bien toujours ce que c'est qu'une société féodale, et il dit regardez ce qui se passe au Japon, vous avez sous les yeux une féodalité dans son état pur. On est vers 1858, donc avant Meiji, bien sûr, mais déjà le Japon est ouvert et il y a que les premiers articles qui arrivent, les premiers journalistes qui arrivent à écrire des articles et qui sont dans la presse occidentale. Donc cette idée que le Japon est une féodalité existe aussi au milieu du XIXe siècle, elle est même théorisée plus ou moins par Marx ou par d'autres. Et les Japonais, à leur tour, reprennent cette idée très vite, avec évidemment un objectif idéologique, c'est de montrer que le Japon est supérieur aux autres sociétés asiatiques parce que justement, il est féodal comme les sociétés occidentales. Et Nitobe Inazo, qui publie en 1899 son bouquin sur le Bushido, explique de façon très directe que le Bushido, c'est-à-dire la voie du guerrier, c'est un code chevaleresque comme il en existe en Occident. Donc la comparaison, elle est permanente. Depuis le début, en tout cas, du contact entre Européens et Japonais jusqu'à pratiquement nos jours. Alors maintenant, maintenant, évidemment, on a un peu de distance par rapport à tout ça. C'est-à-dire que si on parle de féodalité, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou pas mieux, ou moins bien. Simplement, c'est un constat. Une société fonctionne sur la base de l'esclavage, dans le cas de Rome, par exemple, sur la base de la féodalité, dans le cas de l'Occident, etc. Bon, c'est une simple constatation, c'est pas un jugement de valeur. Alors que ça a été souvent, pendant longtemps, un jugement de valeur. Quand tu bosses sur les samouraïs, c'est quoi les sources que tu vas pouvoir, toi, utiliser ? C'est les sources japonaises, ça c'est sûr. Ça nécessite évidemment l'accès à des sources. Alors heureusement, au Japon, il y a beaucoup de sources qui sont imprimées. C'est une chance. Depuis la fin du 19e siècle, ils ont beaucoup imprimé, ce qui fait que ça rend quand même les textes plus faciles à lire, on va dire. Parce que quand c'est en une écriture cursive, c'est pas toujours simple à décrypter. Donc il y a beaucoup de documents qui sont. Il y a un service des archives nationales au Japon, le Shiryo Hansanjo, qui évidemment qui fonctionne depuis la fin, je crois les années 90, sauf erreur, 1890, et qui a publié un nombre de textes assez importants. Alors il y a des chartes. Je sous-signais machin, seigneur de trucs. Garantit la paisible possession de sa terre au sieur machin, qui, en échange, me devra le service militaire quand je lui demanderai. En gros. Donc, on est vraiment dans un rapport féodal. C'est-à-dire, je te donne une terre, mais en échange, tu payes l'impôt du sang. Et tu viens avec ton armée, avec tes hommes, à toi, me soutenir en cas de conflit. C'est exactement la définition même du rapport féodal.
Alors, il y a les chartes, il y a aussi évidemment les épopées guerrières, alors on est plus du côté de la littérature, mais c'est quand même ce sont des sources très importantes. Et puis, il y a aussi des rouleaux peints qui nous montrent, qui évidemment ont été utilisés essentiellement par les historiens de l'art, mais qui aussi nous montrent dans leurs détails des pratiques ou des représentations de ce qu'était la société de cette époque-là, et donc elles sont très utilisées aussi, ces rouleaux peints sont très utilisés aussi par les historiens de nos jours. Il y a également, bien sûr, toute une série de textes divers, de lettres, de journaux intimes, qui sont évidemment des sources de premier plan également, qui peuvent être rédigées soit par des guerriers eux-mêmes, soit par des prêtres, enfin des moines, bouddhistes ou autres, soit par des aristocrates de cour qui sont témoins de leur temps. Donc, il y a une documentation, je parle du Moyen-Âge, il y a une documentation qui est quand même très importante. Alors évidemment, plus on s'approche du temps présent, en tout cas du 19e siècle, plus la documentation écrite est importante. Et là, on croule, si je puis dire, sous la documentation écrite quand on se rapproche du 18e et du 19e siècle. Mais pour le Moyen-Âge, même pour les périodes anciennes, on a quand même pas mal de choses. Il faudrait rajouter encore en plus le travail des archéologues, qui, en tout cas pour les périodes médiévales, ont permis de montrer comment fouiller les châteaux, les anciens châteaux, les villes, les bourgs, les ports, etc. Alors, ça ne nous donne pas nécessairement des informations directes sur la classe guerrière, mais ça nous permet quand même de mieux comprendre comment fonctionnait la société médiévale. On a une question qui nous demande si, du coup, au Japon, il laisse facilement les noms japonais consulter les archives. Elles sont publiques, il n'y a aucun problème. Il faut savoir les lire, c'est tout. Le problème, il est plutôt là, c'est qu'il faut avoir quand même, il faut avoir appris à lire les chartes et après à lire le japonais, le kanbun, c'est-à-dire l'écriture chinoise faite par les Japonais, une espèce de chinois de cuisine qu'utilisaient les Japonais au Moyen-Âge, mais qui est... on y arrive, mais c'est vrai que c'est un gros travail pour en arriver là. Je l'admets. Pour se retrouver un petit peu dans la chronologie japonaise, alors c'est une question que j'ai déjà posée à d'autres intervenants, mais c'est bien d'avoir aussi le point de vue de chacun et parfois de se rafraîchir un peu la mémoire. Quand on parle d'histoire japonaise, on a à la fois des époques, des périodes, des ères, donc il faut parler de quoi et comment on le découpe? Alors, le problème, c'est qu'il y a des ères qui sont des ères décrétées par l'empereur, ou du moins par la cour impériale, qui correspondent à des années particulières. Donc, on a 3 ans, 5 ans, 10 ans d'une ère, telle ère, et puis on change d'ère suite à une décision, parce qu'il y a eu une mauvaise récolte, une épidémie, quelque chose, mauvais augure, ou au contraire, un événement de bon augure, et on décide de changer d'ère. Donc, ces ères, il y en a, selon un rythme qui varie. Parfois, ça dure 1 an ou 2, parfois, ça dure 15 ans ou 20 ans. Mais en gros, c'est ce rythme-là. Les Japonais, donc, les chartes, plutôt, évoquent toujours le nom de l'ère. Nous sommes en l'an 3 de l'ère Kemmu, par exemple, 3e mois lunaire, 4e jour. Alors ça, c'est une chose. Après, il y a ce que les historiens ont fini par appeler, pour désigner une période entière. Alors par exemple, l'époque Kamakura. Alors l'époque Kamakura, c'est l'époque où le premier shogun Yoritomo s'installe donc à Kamakura, où il fonde sa capitale, donc à une 50aine de kilomètres au sud de Tokyo, et où l'État shogunal fonctionne donc de 1185 jusqu'à 1333. On appelle ça l'époque de Kamakura. Puis il y en a d'autres. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler des périodes, qui sont des termes encore plus vagues, et qui sont encore des termes d'historiens, comme par exemple la période médiévale, ou la période prémoderne, ou la période contemporaine, ou la période ancienne. Donc, il faut jongler avec tout ça. Et c'est vrai que parfois, ça crée de la confusion. En tout cas, il ne faut pas dire l'ère Kamakura, parce que l'ère, c'est quand même un problème de calendrier. Hein. L'ère, ça veut dire qu'il y a un an 1, avec un premier jour de l'ère. Tandis que Kamakura, c'est une désignation
tardive. Enfin, on a fini par désigner cette période sous ce nom-là, mais c'est pas une ère. Et alors justement, vu qu'on parle du Moyen-Âge japonais aujourd'hui, on peut le borner sur quelle date? Bah, là aussi, c'est difficile. D'abord parce que la notion de Moyen-Âge est une notion relativement récente. Elle est née au début du XXe siècle, essentiellement pour coller avec l'histoire occidentale. On a défini une période ancienne, puis une période plus moderne, et puis au milieu, bah, il y avait les temps moyens, hein, c'est-à-dire le Moyen-Âge, la période médiévale. Alors, la bornée, c'est un peu difficile parce que tous les historiens ne sont pas d'accord, ça reste un peu vague, c'est un petit peu comme le Moyen-Âge chez nous, quand est-ce qu'il commence exactement, quand est-ce que se termine l'Antiquité tardive, c'est difficile à dire. En général, pour ce qui est de l'Occident, on le fait commencer au 5e siècle, mais bon, on peut discuter. Dans le cas du Japon, la plupart des historiens évoquent le 12e siècle, hein, c'est-à-dire justement le moment où se met en place un nouveau système politique qu'on appelle le shogunat, enfin l'état shogunal ou le bakufu en japonais, avec un shogun. Je reviendrai là-dessus si nécessaire tout à l'heure. Cet État donc émerge aux alentours de 1185. Mais d'autres historiens disent oui, mais les guerriers, les samouraïs existent depuis beaucoup plus longtemps, donc est-ce qu'il ne faudrait pas qualifier la période précédente, donc le 11e siècle, voire même le 10e siècle déjà, de moment de début de la féodalité, donc de début du Moyen-Âge, donc il y a toute une série de débats. Bon, tout ça est un peu vaseux, à vrai dire, parce que so what? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Et alors, pour ce qui est de la fin, la fin, c'est la période dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les années 1580, avec l'émergence de personnages qu'on appelle les hégémons, qui ont réunifié le Japon au lendemain des guerres civiles du XVIe siècle, et desquels émerge le nouveau shogunat, celui des Tokugawa, en 1603. Parlons-en un petit peu de ce Moyen-Âge, entrons un petit peu dans le détail avant de se concentrer vraiment sur les samouraïs, mais du coup tu nous parles de ce premier shogunat, c'est donc la période Kamakura. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça s'est mis en place et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc on assiste au cours du XIe siècle et surtout du XIIe siècle à la montée de ces chefs de bande, il n'y a pas d'autre mot, de ces chefs de bande dont les chefs sont d'anciens des descendants d'empereurs, c'est des cadets. Hein. Il y a deux grandes vassalités qui émergent à cette époque-là, les Taira d'un côté et les Minamoto de l'autre. Et ces groupes guerriers sont appelés par les différents clans aristocratiques de la cour pour les départager dans leurs querelles. Avec cette grande différence, c'est qu'autrefois, les aristocrates se départageaient tout simplement en s'ostracisant mutuellement, en exilant donc les opposants politiques. Désormais, il y a des combats de rue. Combats de rue par samouraïs interposés, par guerriers interposés. Et de fil en aiguille, en 1160, les Taira, la vassalité donc des Taira, élimine celle des Minamoto et prend le pouvoir. Et puis, 20 ans plus tard, les Minamoto, parce que bon, il y a eu des différents problèmes politiques, les Minamoto se soulèvent dans le Kanto, donc dans l'est du Japon, à 500 km à peu près de Kyoto, la cour, où se trouve la cour impériale, et une guerre civile éclate à ce moment-là, qui dure à peu près 5 ans, de 1180 à 1185, et pendant ces 5 années, le clan Taira est défait, écrasé, écrabouillé, et les Minamoto sont désormais les chefs, en quelque sorte, de toute la vassalité japonaise. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule vassalité qui reçoit de l'empereur le droit légitime donc d'assurer l'ordre, la police, la justice et la guerre, le cas échéant. Donc, ça place le chef de cette vassalité dans une position tout à fait originale par rapport à tout ce qu'on avait connu avant. Et ce nouveau régime, il l'appelle le bakufu, c'est-à-dire le gouvernement sous la tente, puisque c'était des généraux en campagne, en quelque sorte. Et ce bakufu devient donc l'organe central de décision pendant toute la période de Kamakura et les périodes suivantes aussi.
Mais en tout cas, pour celui de Kamakura, ça dure donc jusqu'en 1333 très exactement, date à laquelle ce gouvernement s'effondre. Mais du coup, là, on arrive dans un nouveau système où le chef militaire, on l'appelle le shogun, et l'empereur perd en pouvoir. Bah, l'empereur, dans la période très ancienne, avait du pouvoir. C'était un monarque. C'est toujours un monarque d'ailleurs. Mais c'était un monarque qui gouvernait, qui régnait et qui gouvernait. Là, depuis, disons, le 9e siècle ou début du 10e, l'empereur a beaucoup perdu de ses pouvoirs politiques au profit d'une famille aristocratique qui s'appelle les Fujiwara. Donc l'empereur en tant que tel, disons, comment dire, a une telle charge symbolique qu'il en est dépourvu de tout pouvoir politique et militaire. Et à partir du milieu du XIe siècle, il y a une sorte de réaction qui fait que désormais, les Fujiwara ont tendance à être un peu écartés, même s'ils ne sont pas totalement écartés. Et le grand-père, enfin, comment dire, l'empereur en titre abdique, se retire dans un monastère, c'est pour ça qu'on l'appelle l'empereur retiré, et de ce monastère, qu'il se fait évidemment construire pour lui-même, il dirige la politique japonaise. Et donc, ce personnage devient donc le père, puis le grand-père de l'empereur en titre. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça permet en quelque sorte à la famille impériale de garder le pouvoir, même si l'empereur en tant que tel, il y a certaines époques où c'était un enfant, il n'avait aucun pouvoir, mais il était l'empereur. Alors j'en profite pour dire que l'empereur est la traduction en langue occidentale d'un personnage qui s'appelle le Tenno. Ça signifie un point fixe dans le ciel. Ça signifie pas empereur. Oui, c'est l'étoile qui nous guide, quoi. Voilà, c'est l'étoile qui nous guide. C'est l'étoile polaire. De ce point de vue-là, c'est un titre qui, à l'origine, était inventé. C'est un titre, d'ailleurs, c'est un mot taoïste. Hein, c'est du vocabulaire taoïste chinois et qui a été inventé pour embêter les Chinois, justement, parce que l'empereur chinois, c'est le fils du ciel. Tandis que le nôtre, si je puis dire, le japonais, c'est le point fixe dans le ciel. Et quand les Chinois ont compris ça de la titulature qu'avaient inventé les Japonais, ils se sont dit, ils sont complètement marteaux, ce sont des barbares, de toute façon on n'en fera jamais rien, ils comprennent rien à rien. Donc ça n'a pas eu d'importance significative par rapport au Japon. Mais dans la réalité, ce personnage, il faudrait l'appeler, quand on parle de la Russie, on dit le tsar. Quand on parle de l'Égypte ancienne, on dit le pharaon. Il faudrait dire le Tendo pour le Japon. Parce que l'empereur, c'est une forme de... Actuellement, on continue à dire l'empereur, mais le Japon n'est pas un empire. Le Japon est une monarchie constitutionnelle. C'est pas du tout un empire, donc ça veut rien dire de dire empereur. Enfin bon, voilà, c'était C'était le point ralade. C'est mon petit coup de gueule pour dire que, ben voilà, des fois on emploie des mots, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc en fait, il faudrait dire le Tenno. Et donc le Tenno continue à assurer il est, si vous voulez, si tu veux, il est une sorte de médium entre les divinités et les hommes. Et à ce titre-là, il existe. Il est EST. Et donc, personne ne peut lui enlever ce pouvoir, qui est un pouvoir d'origine céleste, d'origine divine. Donc, c'est la raison pour laquelle la dynastie n'est jamais... Enfin, il n'y a jamais de changement dynastique. Il y a des changements au niveau des ministres ou au niveau des shoguns, mais jamais au niveau de l'empereur, puisque l'empereur est le seul à pouvoir être empereur. Enfin, le Tenno est le seul à pouvoir être Tenno. Les jésuites, qui s'y connaissaient en matière religieuse, disaient c'est un pape. C'est pas un empereur. Enfin, ils n'ont jamais dit que c'est un empereur. Ils disent c'est un pape. Voilà. On devrait peut-être dire le pape. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a fait un point sur le premier shogunat, et tu nous dis que cette période Kamakura, donc, elle s'arrête au XIVe siècle. Pourquoi ? À ce moment-là, il y a une période de trouble ? Alors, il y a une période de trouble assez importante qui débouche sur une guerre civile et l'émergence d'un second shogunat dirigé par la famille Ashikaga, qui est une famille, une branche cadette des Minamoto, et qui s'empare du pouvoir en 1336 et inaugure un nouveau shogunat en 1338
qu'on appelle, enfin ça c'est une appellation des historiens, le shogunat de Muromachi, parce que le palais dans lequel vont vivre ces shoguns pendant une grande partie, en tout cas de la période, est situé dans le quartier de Muromachi à Kyoto. Donc, alors que le premier shogunat est installé à Kamakura, donc dans le Kanto, dans l'est du Japon, le deuxième shogunat est installé donc à Kyoto. C'est un shogunat qui est beaucoup moins stable que le premier. Il est en gros stable jusqu'au début du XVe siècle, puis après, on entre dans une période d'anarchie politique dans laquelle le shogunat ne dirige plus grand-chose. Il est en quelque sorte encadré par les grands seigneurs qui usurpent de fait le pouvoir, même s'ils n'usurpent pas la fonction. Et ce shogunat donc s'effondre en 1573, lorsque, donc, à la fin du XVIe siècle, lorsque Oda Nobunaga prend le pouvoir et décide d'expulser de Kyoto le dernier shogun. Et sur toute cette période, je vous invite à aller voir l'entretien avec Julien Pelletier. On a parcouru la période Sengoku, tout ça. C'était passionnant et vous aurez un peu plus d'infos là-dessus. Donc on imagine que durant tout ce Moyen-Âge japonais, le samouraï a quand même une place relativement importante. Oui, ils ont une place importante. Alors, la noblesse de cour, l'ancienne noblesse de cour, qui habite Kyoto, possède évidemment des domaines partout dans le Japon, et elle vit donc de l'exploitation de ces domaines. Mais le problème, c'est que concrètement, il faut faire rentrer les redevances. Et si l'ordre public n'est pas garanti, les redevances ne rentrent pas. Donc on confie aux vassaux du shogun la charge de faire rentrer les redevances. Alors évidemment, les vassaux du shogun font rentrer les redevances, mais ils s'emparent d'une partie des redevances quand même. C'est-à-dire qu'en gros, l'aristocratie de cour perd à peu près 50% de ses revenus à l'époque Kamakura, en gros. On a donc à ce moment-là un affaiblissement de la noblesse de cour et une montée en puissance économique de la classe des guerriers, donc les petits seigneurs avec autour d'eux leurs hommes, les samouraïs. Et cette nouvelle classe guerrière donc prend une place de plus en plus prépondérante parce que autrefois c'est l'État qui assurait la justice, désormais ce sont les seigneurs qui assurent la justice sur leur propre domaine. La police, c'est eux qui la mettent en place, etc., etc. Ce sont eux qui entretiennent les forces armées et qui, lors des invasions mongoles, par exemple, à la fin du XIIIe siècle, eh bien, se mobilisent pour lutter contre l'invasion mongole. Les nobles de cour sont impuissants. Encore que, ils prient pour le salut du pays. Alors, ça te fait rire, mais... Non, c'est important. Mais c'est très important. Parce que qu'est-ce qui s'est passé lors des invasions mongoles? Eh bien, il y a le fait que des vents se sont levés et ont dispersé la flotte, un typhon dans la réalité, et que ce typhon a été considéré comme une intervention divine. Et pourquoi il y a eu une intervention divine? Eh bien, parce que les nobles ont prié avec les moines. Donc, c'était très efficace. C'est à l'origine d'ailleurs, c'était pas ça qui était à l'origine du mot kamikaze? Oui, kamikaze veut dire vent divin. Ouais, c'est ça. Et c'est une expression qui remonte à très ancienne, mais qui a été utilisée pendant les guerres mongoles pour désigner donc ces typhons qui ont dispersé la flotte ennemie. Et puis ça a été repris en effet comme image, comme métaphore pendant la Seconde Guerre mondiale pour désigner les attaques suicides par avion. Merci les nobles. Du coup, ce que je te propose, c'est peut-être donc qu'on dresse un portrait en 3 temps de ces samouraïs en se concentrant déjà sur leur famille, comment ils se structurent, qui ils sont, sur la guerre dans un 2e temps et peut-être sur la culture chez les samouraïs dans un 3e temps. Alors en ce qui concerne la famille, comment se structurent les familles de samouraïs? Alors ça c'est une question centrale parce que la famille c'est aussi l'héritage et l'héritage c'est la guerre. Donc, on a des sources qui sont très précises sur la manière dont sont organisés les guerriers du Kanto, donc de l'Est du Japon, donc de Kamakura et de la région. Ce texte s'appelle le Goseiba Shikimoku, il date de 1232, et il nous dit très exactement comment fonctionnent les héritages dans la classe guerrière, et donc comment fonctionne la famille.
Premier point, les femmes viennent, enfin les épouses, l'épouse officielle vient habiter dans la résidence de son mari. Ce qui n'était pas véritablement la règle dans l'aristocratie de cour. C'était plutôt même pas l'inverse, mais en tout cas, les femmes résidaient chez leur père, enfin, dans leur famille paternelle, et le mari venait les visiter la nuit, en quelque sorte. Ce qui, évidemment, a permis une poésie autour de le chant du coq, la lune qui se lève, donc il s'en va, il rentre chez lui, bon, etc. Je passe là-dessus. Mais dans la classe guerrière, c'est pas comme ça que ça marche. C'est donc la femme qui vient résider dans la résidence du mari, dans la demeure du mari, éventuellement dans son château. Elle apporte avec elle une partie de ses biens. En cas de répudiation, elle repart avec ses biens. On est dans une société polygame, hein, quand même. On n'est pas dans une société monogame. Donc, à côté de l'épouse officielle, il y a une ou deux concubines officielles et une ou deux maîtresses non officielles, mais quand même connues de tous. Trop de problèmes à gérer. C'est compliqué à gérer tout ça. Et lors de la mort lorsque le seigneur sentant sa fin prochaine désigne son héritier, parce qu'au Japon on désigne son héritier. Il n'y a pas de primogéniture mâle. L'héritier est toujours un homme, un garçon, mais c'est pas nécessairement le premier, et c'est pas nécessairement celui qu'il a eu de son épouse officielle. Ça peut être celui qu'il a eu d'une concubine, voire même d'une maîtresse, voire même un enfant qu'il a fait adopter, car au Japon, l'adoption était un phénomène très fréquent. Ça peut être un neveu, un cousin qu'il a adopté, voire même un individu quelconque qu'il a rencontré et pour X raisons, il a adopté. Donc, à chaque génération, il y a une compétition terrible entre les différents mâles de la maison pour la succession. Alors, une fois que la succession a été décidée, l'héritier du seigneur obtient la moitié de sa terre. Le reste est divisé entre les différents frères et sœurs. Donc les sœurs héritent, les filles héritent d'une partie du domaine qu'elles monnaieront ensuite en se remariant avec. Et ceci, évidemment, aboutit à une structure, économique qui est tout à fait particulière. C'est-à-dire que à chaque génération, le seigneur donc case ses frères sur la terre. Donc chaque frère obtient une partie du terroir dans lequel il se construit à son tour sa résidence, et ainsi de suite. Alors, évidemment, ça marche jusqu'à un certain point, ce type de choses, parce que tant qu'il y a des nouvelles terres à défricher, tant que l'espace existe, ça va encore. Mais il arrive un moment où il n'y a plus de terre à partager. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On part en guerre. Voilà. Et donc, on affronte, il y a un conflit, une guerre privée qui peut éclater entre frères, où on essaie évidemment d'éliminer ses rivaux, ou une guerre contre le seigneur voisin, qui est pour des raisons X affaibli ou paraît affaibli, donc on lui rentre dedans pour essayer de lui piquer sa propriété. Et petit à petit, se forment ainsi des coalitions, des fédérations de seigneurs qui débouchent donc sur ces grandes coalitions guerrières dont je parlais tout à l'heure, les Taira et les Minamoto. Et les Taira et les Minamoto, c'est une manière de régler une fois pour toutes le problème. C'est-à-dire que les Minamoto, puisque ce sont eux qui ont gagné, les guerriers Minamoto se sont emparés des terres des Taira. Donc, pendant un siècle, on a vécu tranquillement, si je puis dire. Mais le problème, c'est qu'un siècle plus tard, il y a les invasions mongoles. Et donc, dans un régime féodal, quand vous faites la guerre pour votre seigneur, le seigneur doit vous récompenser en vous offrant une terre. Seulement, les Mongols, il n'y a pas de terre à partager, puisque les Mongols sont des étrangers qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a une crise qui éclate petit à petit après les années 1280, qui va déboucher sur l'effondrement du shogunat en 1333. Dans tout ce que tu viens de nous expliquer, ça questionne un peu sur le rôle de la femme, parce que d'une part, on a l'impression d'être dans une société quand même extrêmement patriarcale, de l'autre, tu nous dis que les femmes héritent quand même. Donc, quel est vraiment le rapport homme-femme dans cette société? Alors, dans la classe guerrière, on est vraiment dans une société patriarcale, comme tu viens de le dire, et les femmes sont dans une position, disons, de soumission. Même si elles héritent d'une petite partie de
de la terre, du domaine, elles sont quand même dans une position très fragile. Et ensuite, si elles se marient, elles deviennent évidemment, elles sont au service de leur mari. Donc, dans la société guerrière, on ne peut pas dire que les femmes soient extrêmement épanouies. D'ailleurs, on a bien compris que aux alentours de l'an 1000, les femmes de l'aristocratie écrivent de la poésie, écrivent de la littérature, écrivent beaucoup, alors que les femmes de l'époque Kamakura sont quasiment muettes. C'est un signe que leur situation s'est dégradée d'un coup. Alors bien sûr, après il faut voir les cas particuliers, mais certaines ont exercé, parce que c'était des figures fortes, ont exercé une influence considérable sur leur mari ou sur leur fils, et ont d'une certaine façon laissé des traces. Mais d'une façon générale, ce sont des personnalités qui sont quand même secondaires. Comment ça se passe l'éducation des enfants ? C'est justement la femme qui doit l'assurer ou... L'éducation, c'est... Non, alors les garçons sont élevés par leur père, avec l'aide éventuelle d'un précepteur. Je parlais des guerriers, bien entendu. Les filles sont élevées plutôt par les femmes, mais les garçons sont élevés par leur père. Et ça se passe comment, cette éducation ? C'est une éducation qui est, une éducation, oui. qui est très concentrée sur le martial ou il y a autre chose ? Les deux. C'est très concentré sur le martial, comme tu dis. Il y a beaucoup d'exercices, d'équitation, tir à l'arc, entraînement. Quand ils sont petits, pas d'entraînement au sabre, mais enfin, bon, surtout au tir à l'arc et au cheval. Donc, ils chassent avec papa et ils se distinguent. Lorsque le jeune fils, âgé de 12, 13 ou 14 ans, abat pour la première fois un chevreuil, c'est quand même la grande fête au village. Alors, par contre, on essaie de leur apprendre quand même les rudiments de la pensée, enfin des classiques, ce qu'on appelle les classiques, c'est-à-dire pour l'essentiel, les classiques chinois, confucianisme et puis bien sûr bouddhisme. Alors, dans le cadre des guerriers, c'est le père qui s'occupe de l'éducation, mais parfois, je dirais quand même assez souvent, on envoie les enfants dans les monastères où les moines leur apprennent, enfin, ils recopient les sutras bouddhiques, et comme ça, ils apprennent à écrire les caractères. Mais il faut bien comprendre qu'en tout cas au XIIIe siècle, une grande partie de la classe guerrière est quand même, n'était pas du tout à l'aise avec les idéogrammes chinois, et écrit très mal, très peu. Ils ont des scribes pour écrire pour eux. Les chartes ne sont pas rarement écrites de leur propre main. Oui, parce qu'il y a, alors je veux dire, quand les samouraïs bien plus tard vont tomber un petit peu en désuétude et qu'on va commencer à se poser des questions dessus, ils auront un peu la réputation d'être des bourrins qui savent pas trop lire et écrire, quoi. Tu veux dire à la fin de l'époque d'Edo ? Oui. Au 18e, 19e ? Oui. Bon, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Il y a les deux. C'est-à-dire, il y a effectivement quelques guerriers provinciaux qui se font moquer par les gens d'Edo ou d'Osaka parce qu'ils connaissent pas les manières en ville, etc. Ils ont un accent quand ils parlent. On ne comprend pas toujours très bien ce qu'ils disent. Donc, ça nécessite des quolibets, ça nécessite de la rigolade. Enfin, à distance, parce que un coup de sabre est vite parti. Mais d'une façon générale, les guerriers sont des gens extrêmement lettrés à cette époque-là. C'est pas un hasard si c'est eux qui vont faire la révolution de Meiji. Oui, non, mais bien après, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, après, mais enfin bon, ce sont des gens plutôt lettrés. Ils sont médecins, enseignants, spécialistes des finances, de l'administration du fief. Non, ils ont une vraie culture. Là, on parle d'une autre époque, effectivement. De l'époque des deux. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je parlais du XIIIe siècle, c'est très différent déjà. Mais du coup, effectivement, à ce moment-là, on est vraiment sur une caste qui développe surtout le martial et du coup moins cet aspect-là de l'écriture ou de la lecture. On reviendra après peut-être sûrement sur la culture justement et sur la religion, le bouddhisme, le zen, tout ça. Tu nous disais que les enfants partent à la chasse avec papa, notamment avec un arc. Ça, c'est aussi un lieu commun qu'on a un peu sur les samouraïs, de se dire que le samouraï, c'est avant tout un guerrier avec un sabre. Mais à l'origine, c'est pas ça. Non, à l'origine, c'est plutôt l'arc. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on dit la voix de l'arc et des flèches, pour désigner la voix du guerrier.
C'est la voie de l'arc et des flèches, ou alors on dit la voie de l'arc et du cheval aussi, Chuba no Michi. Donc, toutes les représentations des rouleaux peints qui montrent les guerriers au combat, les montrent tous avec un carquois bien garni et un arc à travers du poitrail. Alors, ils ont parfois un sabre à leur côté, mais ce sabre, c'est vrai, ils s'en servent assez peu, sauf évidemment dans les combats au corps à corps, quand il y en a. C'est plutôt dans la seconde moitié du Moyen-Âge, et notamment au XVIe siècle, que l'arc devient de moins en moins utilisé et que les samouraïs, les guerriers en tout cas, utilisent de plus en plus le sabre. Et au XVIIe siècle, donc après le Moyen-Âge, le sabre devient l'arme symbolique du statut des samouraïs. Donc on conserve le sabre dans un endroit de la maison qui est vénéré d'ailleurs, comme parfois à côté d'ailleurs de la cuirasse de l'ancêtre. C'est la symbolique du samouraï. Et au XIXe siècle, évidemment, pour dire quand l'empereur Meiji annonce que il faut quand même désarmer les samouraïs, ils leur disent « Nous vous autorisons à cesser de porter le sabre ». C'est l'image qui est employée. Hein. Et désormais, seuls sont dotés d'une arme tranchante les officiers de l'armée ou la police. On dit que c'était principalement l'arc et le cheval. Enfin, le cheval, ça a quand même un coup. J'imagine que tous les samouraïs n'étaient pas des cavaliers. Alors, tous les samouraïs ne sont pas des cavaliers. Sont les cavaliers ceux qui sont les proches du seigneur. Éventuellement, ces conseillers les plus proches, ou ceux qui sont à l'intérieur de la seigneurie de rang le plus élevé. Mais c'est vrai que la plupart des guerriers sont des combattants à pied. Alors ceux-là n'utilisent pas l'arc et la flèche, ils sont plutôt équipés de hallebardes ou de fauchards ou de diverses armes tranchantes. Mais il y a un flou là, on ne sait pas très bien, est-ce que ce sont des samouraïs, est-ce que ce sont des hommes de la roture qu'on a armés, enfin selon les périodes, c'est pas si clair que ça. Mais alors, parce que quand commence la période Edo, période de paix, on se retrouve avec un problème, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire de tous ces samouraïs. C'est quand même 7% de la population, c'est ça les chiffres divergents, mais bon, c'est à peu près ça, 7% de la population. Dans ces 7% de la population, on parle de vrais samouraïs ou justement il y a le flou avec ces roturiers qui est armés. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Edo, on utilise, les familles guerrières, les familles de samouraïs sont inscrites sur des registres par le seigneur. Donc là, il n'y a plus de flou. On est ou on n'est pas. Ceux qui sont inscrits sur les registres de samouraïs sont officiellement samouraïs, de père en fils. Mais que deviennent les cadets? C'est pas clair. Ils disent qu'ils sont des fils de samouraïs, mais le sont-ils eux-mêmes? Ils ne le sont pas dans la mesure où ils ne reçoivent pas de revenus de la part du seigneur. Donc petit à petit, ils sombrent dans la roture. Ou alors ils deviennent moines, bon, ceci ou cela. Mais il y a quand même du flou dans tout ça. Il y a quand même du flou. Donc et puis en plus, c'est ce qu'on essaye de montrer dans le bouquin aussi qu'on a fait, et toi t'en as fait nombreux aussi là-dessus, la figure du samouraï, c'est une figure qui est très mouvante au final. Bien sûr, parce qu'à l'époque d'Edo, ils font pas la guerre, jamais, ils font jamais la guerre. Ce qu'on leur demande, c'est pas d'être très doués aux armes, c'est d'être capable de rédiger les écritures, de faire le contrôle fiscal, de faire éventuellement de la médecine, mais c'est pas du tout de maniement des armes. Alors c'est d'ailleurs assez paradoxal parce que le Bushido, qui est donc, c'est ce que d'ailleurs explique très bien Olivier Ansart dans son livre ou dans son interview chez toi, il pratique. Enfin, on met en avant le Bushido au moment où justement ils ne font plus la guerre. Ça n'a aucun sens quand on réfléchit 2 secondes. Donc il y a une espèce d'hyper-valorisation du guerrier au moment où le guerrier, on lui demande d'être tout sauf un guerrier. Donc il y a une sorte de contradiction et il le vit finalement assez mal. On imagine que durant cette période médiévale, au même titre que tous les samouraïs ne sont pas des cavaliers, l'équipement militaire doit quand même vachement différer d'un samouraï à l'autre. Oui, bien sûr, ça diffère d'un samouraï à l'autre, mais disons pour ceux qui sont cavaliers, qui combattent à cheval, il y a quand même le casque, le poitrail qui est
enfin, cuirasse, donc les épaulettes qui sont renforcées, les jambières, etc. Ça se retrouve à peu près partout, mais ça coûte cher. Donc, seuls ceux qui sont capables d'avoir des revenus, enfin, qui ont des revenus, sont capables de se payer ce genre d'équipement. Ça aussi, ça fait partie du standing du samouraï, du guerrier. Le risque est grand. Si on n'est pas bien équipé, on risque de se faire tuer en plus. Donc, il vaut mieux investir dans une bonne cuirasse, un bon casque et un bon sabre, plutôt que de faire des économies sur ce genre de produits. Alors, on l'a vu, la famille est très structurée et la classe guerrière, elle a l'air assez structurée aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Est-ce qu'on est seulement sur de la verticalité ou il y a aussi un peu d'horizontalité dans cette structure? Alors, je dirais qu'à l'époque Kamakura, donc en gros au XIIIe siècle, on est vraiment dans une structure verticale où les guerriers sont organisés dans le cas d'une vassalité et cette vassalité fonctionne de façon très hiérarchique et il n'y a pas tellement de choix pour d'autres solutions. C'est une pyramide, quoi. Oui, c'est très pyramidal, oui. Et alors, ce qui change à partir du XIVe et du XVe siècle, c'est que un certain nombre de petits guerriers au sein d'un terroir, d'une région plutôt, d'une vallée, refusent la domination d'un daimyo, d'un grand seigneur, et s'organisent en fédérations de guerriers. Ces fédérations de guerriers, on les appelle, en général, les guerriers sont liés par un pacte juré, donc, en forme d'ombrelle souvent, ces pactes permettent aux différents guerriers de se retrouver dans le cadre d'une ligue où ils combattent ensemble. Par exemple, on a la ligue de la renoncule, la ligue du drapeau jaune, etc. Et ces guerriers commencent, à la différence peut-être de ce qui se passait avant, à manœuvrer en groupe. Et donc, ça leur donne une force assez redoutable sur le plan militaire. Ils s'entraident également entre eux pour élever les enfants des guerriers qui seraient morts au combat, par exemple. Il y a une espèce de cagnotte qui leur permettent de... C'est les syndicats de guerriers, en réalité. Hein. Et c'est Ikki, donc c'est Ikki, comment dire... il y en a beaucoup dans le Japon du 15e, 16e siècle. Certains dirigent des régions entières, hein, comme... dans le Yamashiro pendant quelques années, dans le Kaga. Alors parfois, il s'appuie aussi sur des concepts religieux, en particulier l'amidisme. Mais ces fédérations guerrières vont être détruites les unes après les autres par les unificateurs du Japon, Nobunaga et Hideyoshi, à la fin du XVIe siècle. Et donc, il y a des... comment ça se passe concrètement quand ils décident de se mettre ensemble? Concrètement, ça se passe de la façon suivante. Ils refusent la domination exercée par le Shugo Daimyo du coin. Shugo Daimyo, c'est les grands seigneurs du XVe siècle, hein, qui cherchent évidemment à contrôler la province. Et eux ne veulent pas d'une autorité supérieure qui leur dicte ce qu'ils doivent faire et surtout qu'ils doivent financer. Donc ils se réunissent, il y a des palabres, ils se réunissent le plus souvent la nuit, dans un sanctuaire, à la lumière des torches, et ils signent un pacte, nikki, on appelle ça un nikki, avec tout un rituel, bon, et ils deviennent, et ensuite ils forment cette fédération, je ne sais pas comment appeler ça, oui, cette fédération qui, quand elle prend le pouvoir sur un territoire, constitue une micro-république. On n'est plus dans une société féodale à ce moment-là. On est dans une société quasi républicaine. Les petits guerriers contrôlent évidemment la paysannerie, mais ils s'allient entre eux pour diriger une région. Alors il y a évidemment, comme toujours, on a des exemples très précis, hein, où il y a, par exemple en Iga, ils sont 66 petits guerriers à constituer une fédération, un Ikki, qui dirige la province pendant, on ne sait pas exactement, mais probablement une cinquantaine d'années au minimum.
Alors, au sein du shogunat, on l'a dit, ça peut être très vertical. Il y a des rangs officiels ou des grades officiels? Au sein de l'Ikki? Alors, que ce soit au sein de l'Ikki ou au sein du shogunat? Non, il n'y a pas de grade officiel. Il y a des fonctions. Dans le shogunat, par exemple, il y a des fonctions. Hein. J'ai été nommé par le shogun chef du bureau des samouraïs et c'est moi qui contrôle la vassalité à ce titre. Je vais tout faire pour que mon fils et mon petit-fils soient également chefs du bureau des samouraïs, mais c'est pas sûr que ça marche. Mais ce sont des fonctions. Plus tard, au XVIe siècle, l'organisation vassalique est beaucoup plus recentrée autour du chef, autour du daimyo. Et là, on a effectivement divers groupes de guerriers qui sont autour du seigneur. Il y a ce qu'on appelle les ichimon, c'est-à-dire les membres de la famille du seigneur. Ce sont les plus proches, les frères, les cousins, les neveux. Alors, ils sont très proches, et donc on se méfie d'eux, parce que c'est eux qui risquent de prendre le pouvoir s'il y a un problème. Donc, on les tient à distance, en même temps, on a besoin d'eux, bien sûr. Puis ensuite, il y a les fudai. Les fudai, c'est les petits guerriers qui ont assisté le seigneur depuis toujours. Enfin, eux ou leur père, évidemment, qui ont assisté le seigneur depuis toujours et dont on est sûr de la fidélité. Et puis, il y a les alliés, ceux qui ont été vaincus, ou ceux qui se sont résignés à entrer dans l'organisation vassalique du seigneur. Alors ceux-là, on les tient un peu à distance parce qu'ils peuvent se trahir à tout moment. En gros, il y a ces trois strates, qu'on va retrouver d'ailleurs plus tard, à l'époque d'Edo, institutionnalisées. Et alors, on l'imagine aussi, en plusieurs siècles, la société évolue, les techniques aussi, les mentalités, bref, tout ça. Est-ce que la façon de se faire la guerre évolue aussi du 10e au 16e? Oui, bien sûr, la guerre évolue. D'abord, au 10e, 11e siècle, les guerres sont des guerres privées pour l'essentiel. Il n'y a pas de grandes guerres, sauf dans le nord-est du Japon, mais bon, les guerres sont limitées. On a des exemples assez drôles d'ailleurs au Xe siècle de seigneurs qui se défient, qui se disent, qui s'envoient des insultes. Et puis alors les deux armées donc sont face à face. Un guerrier s'avance, dit je suis un tel, fils d'un tel, petit-fils d'un tel. Qui est-ce qui aura assez de cran pour venir m'affronter? Alors il y en a un autre qui sort des rangs en disant moi je suis fils d'un tel, tu vas voir. Et ils se battent. Et puis il y en a un des deux qui gagne évidemment. Et on s'arrête là. Fin de l'histoire. Fin de la bataille. Donc, c'est pas des guerres extrêmement sanglantes. Bon. Par contre, au début au XIIe siècle, lorsqu'il y a les batailles entre Taira et Minamoto, alors là, on massacre allègrement les vaincus. Et là, la bataille prend un autre aspect, avec tout, c'est-à-dire des batailles rangées, des coups de main, Yoshitsune, qui était le général en chef de l'armée des Minamoto, a pu être décrit comme celui qui avait inventé le principe du blitzkrieg, c'est-à-dire l'attaque surprise sur l'ennemi dans un endroit où il s'y attend pas du tout, avec cet épisode célèbre où il est avec son armée face à un défilé, il y a une pente terrible, Yoshitsune dit on peut passer par là, le type paysan du coin leur dit mais non, vous allez vous casser la figure, c'est pas possible. Et il dit mais là il y a des traces devant moi, qu'est-ce que c'est? Il dit ça c'est les cerfs. Ah ben si les cerfs passent alors je passe, et il y va et ils font sur l'ennemi qui s'attendait pas du tout d'être attaqué de ce côté-là. Bon, des épisodes de ce genre-là évidemment qui sont alors après bon les épopées ont raconté ça dans tous les sens. Donc ce sont des guerres qui où en quelque sorte la surprise joue autant que l'armement, quoi. Bon, ça c'est pour le XIIIe siècle, la fin du XIIe et le XIIIe siècle. Pour ce qui est du XIVe siècle, intervient un phénomène nouveau qui est l'émergence de groupes de combattants qui ne sont pas des samouraïs, qu'on appelle alors selon les textes, des hakuto, c'est-à-dire des canailles, des vauriens, ou bien des nobuseri, c'est-à-dire des illégaux en quelque sorte, des troupes
de type. Alors, ceux-là, ils se font enfin, ils attaquent uniquement quand le terrain est favorable, c'est-à-dire ils réussissent. Par exemple, quand une armée passe dans un défilé, ils leur balancent des rochers ou des troncs d'arbres du haut des montagnes, enfin, ce genre de choses, où ils se réfugient dans des châteaux du haut desquels ils lancent des pierres, des choses comme ça. Et là, il y en a de plus en plus au XIVe siècle. C'est quoi, c'est les mercenaires? Oui, enfin, ça dépend. Enfin, il y a tous les figures, en fait. Il y a les ninjas, justement, les shinobi, qui sont souvent des mercenaires, en effet. Et puis, au XVIe siècle, nouvelle révolution. Alors, cette fois-ci, c'est l'introduction des mousquets, des armes à feu, qui ont été introduites par les Portugais et qui révolutionnent, alors là, complètement l'art de la guerre, parce que très vite, on s'aperçoit que les mousquets, malgré le caractère primitif de ces armes encore au XVIe siècle, qui ne marchent pas quand il pleut, quand la poudre est mouillée, quand il faut je sais plus combien de minutes pour recharger un mousquet. Enfin bon, tout ça, évidemment, il faut en tenir compte, mais quand c'est bien fait, bien organisé, et c'est Nobunaga qui le premier le comprend, en organisant justement ces régiments de mousquetaires sur une colline, de façon à ce qu'il y ait toujours un feu roulant, pendant que la première ligne tire, la seconde recharge, la troisième, etc. Et on a un feu roulant comme ça sur l'ennemi, et c'est comme ça qu'ils ont détruit la cavalerie des Takeda en 1575, par exemple, lors de la bataille de Nagashi. Et puis, il y a... alors ça nécessite évidemment une autre organisation, parce que ceux qui manient les fusils, ce ne sont pas les samouraïs. Ce sont des roturiers qui ont été engagés dans l'armée seigneuriale, et qui deviennent des spécialistes de la guerre, enfin de l'arme à feu en quelque sorte. Bon, moi je dis, ce sont des régiments de mousquetaires, alors ça fait un petit peu rigoler parce que tout le monde pense à D'Artagnan, mais c'est ça, c'est exactement ça. Sauf que ce ne sont pas des nobles, ce sont des roturiers. Et donc du coup, à partir du moment où l'armée est composée à 30% de roturiers et c'est eux qui font le boulot pour gagner la bataille, du coup, les samouraïs, ils deviennent tout simplement les officiers des roturiers. Et on assiste donc à la naissance d'une autre armée, qui est une armée donc de gens du peuple qui sont encadrés par des officiers qui sont eux de rang samouraï et qui parfois combattent à cheval. C'est rigolo ça parce qu'on a eu des problématiques un peu similaires en Europe au moment de la démocratisation de l'arbalète où c'était tellement efficace que des gars pas très doués apprenaient à gérer l'arbalète assez rapidement, flinguaient des chevaliers en 2 secondes et que la papauté s'est dit ouais bon ça fait chier parce que quand même nos chevaliers on met du temps à les former quoi donc interdisons l'arbalète. C'est la victoire des Anglais à Azincourt ou même à Crécy, c'est un peu ça, hein. Ceux qui les ont ils ont été vaincus par les archers, on disait des Gallois, je ne sais pas si c'était vraiment des Gallois, mais c'était pas du tout des nobles en tout cas. On a une question dans le chat, on nous demande si c'est vrai que dans le Japon féodal, les gauchers ne pouvaient pas devenir des combattants. Alors ça, j'ai jamais entendu dire ça. Voilà, donc... Je ne sais pas répondre à cette question, j'ai jamais entendu dire ça. Ça pourrait bien que tu nous précises d'ailleurs où tu as entendu ça, camarade, dans le chat, comme ça peut-être qu'on pourra répondre plus précisément. On nous demande aussi, parce que il y a toujours ce comparatif à chaque fois avec ce qui se passe en Occident, un chevalier en Occident, ça a de la valeur. Du coup, sur le champ de bataille, quand on arrive face à un chevalier et qu'il perd, on évite de le zigouiller. On va le prendre et on en demande une rançon parce que les sous, c'est important. Est-ce que c'est pareil au Japon ? Eh bien, pas du tout. Pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, à cause des questions d'héritage, c'est-à-dire que les guerriers se battent au Japon, au Moyen-Âge en tout cas, ils se battent pour obtenir des terres nouvelles. Or, pour obtenir une terre nouvelle, il faut évidemment que celui qui l'occupait jusqu'à présent ait disparu. Donc, il faut tuer l'adversaire. Alors, on prend son château, on le brûle, mais c'est pas grave, c'est des structures en bois, ça se reconstruit très vite. On prend ses femmes et ses enfants, et lui, on le tue. Et si on réussit pas à le tuer, il n'a pas tellement d'autres solutions que de se suicider, parce que qu'est-ce qui lui reste ? Rien. Donc, il y a une violence de la société. Ça, j'en avais discuté avec des collègues médiévistes occidentaux. Il y a une violence de la société médiévale japonaise, interne à la société elle-même, qui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu en Occident. Sauf dans le cas des Reconquista ou des croisades, où là, effectivement, il y a des massacres, violences terribles de part et d'autre. Mais à l'intérieur les guerres féodales, disons, entre Plantagenet
angevins, etc., normands, tout ça, c'est des guerres qui sont où, effectivement, on s'empare du seigneur adverse et on demande une rançon. Et on le martyrise pas, on le met pas dans un cul de basse-fosse. Hein. On passe ses soirées avec lui, on joue aux échecs, on chante, etc. C'est pas du tout une société. C'est pas une société si violente que ça, la société occidentale à cette époque-là, par rapport, disons, au Japon. Au Japon, on rigole pas du tout. Hein. Le but, c'est quand même de tuer le chef de la maisonnée adverse. Et alors, d'où d'ailleurs l'importance de, quand on le tue, si on réussit à le tuer, on lui coupe la tête et on va la présenter la tête au Seigneur en lui disant, tu vois, c'est moi qui l'ai tué celui-là, donc tu vas me donner sa terre. C'est raffiné. Ouais, c'est tu nous as dit, bon, bah, si le gars il a plus rien, il se suicide. Alors justement, on a des questions dans le chat et ailleurs, on a eu sur les réseaux sociaux par rapport au fameux seppuku. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Effectivement, en cas d'échec, la plupart il n'y a pas de prisonniers. Donc, ou bien on s'enfuit, mais on est déshonoré. Et on se retrouve seul, finalement. On s'enfuit au soir de la bataille perdue. Qu'est-ce qu'on fait? Ses terres vont être prises, sa famille va être... Alors, les femmes sont prises par le seigneur gagnant, victorieux. Les enfants sont en général élevés par le seigneur victorieux. Et changent de nom, d'ailleurs. Ils prennent le nom de l'assassin de leur père. Mais le bonhomme, en tant que tel, lui, il a tout perdu. Donc... alors, soit il s'enfuit et il fait comme il peut, mais on ne sait pas trop, hein, puisque dans ce cas-là, évidemment, on perd sa trace. Hein. Soit il se suicide. Alors, le suicide, il y a plusieurs types de suicides au Moyen-Âge qui sont rapportés. Hein. L'un des suicides les plus communs consiste à, c'est pas très ragoûtant, mais à mettre la tête, à mettre la pointe de son sabre dans la bouche et de se faire tomber de cheval. Oui, c'est original. C'est assez radical, surtout. Alors, parmi ces pratiques, il y a effectivement le fait qu'on se fait décapiter par l'un de ses hommes, parce qu'il vaut mieux se faire décapiter par un de ses hommes que de se faire couper la tête par un ennemi. Alors après, ça va être raffiné, on se fait une entaille dans le ventre, et puis on se fait décapiter. Mais le harakiri, c'est essentiellement une décapitation par un ami, entre guillemets, par un compère, par un autre guerrier. Oui, donc c'est un suicide. C'est une pratique qui se généralise plutôt, justement, à la fin du XVIe siècle et qui va devenir une forme de peine à l'époque d'Edo. C'est-à-dire que c'est l'honneur des samouraïs, en cas un samouraï qui aurait commis un crime, un délit quelconque, et qui est arrêté et condamné à mort, il ne va pas être pendu ou crucifié comme un vulgaire manant, il aura le droit de se suicider, de mourir de cette manière. C'est le dernier honneur qu'on lui fait, en quelque sorte. Et dans de nombreux cas, d'ailleurs, il n'y a pas de véritable incision. C'est-à-dire que devant lui, il y a un couteau, ou plus souvent même un éventail, et au moment où le type prend l'éventail, l'autre lui coupe la tête avec le sabre. Donc, il n'y a même pas incision et ouverture du ventre, en quelque sorte. Oui, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Le problème, c'est qu'à la fin du 19e siècle, au 19e siècle, lorsque les Occidentaux sont arrivés, un certain nombre de samouraïs qui avaient assassiné des Occidentaux ont été arrêtés et condamnés à mort. Donc, comme c'était des samouraïs, par seppuku. Et on a demandé donc aux ambassadeurs occidentaux de venir assister à l'exécution, en quelque sorte. Et là, ça s'appelle un suicide de remontrance, Nunembara, où là, on rigole pas. C'est-à-dire que, par défi vis-à-vis des Occidentaux qui étaient présents, alors là, on se plonge vraiment un couteau dans le ventre, on s'ouvre le ventre, les boyaux sortent, et à ce moment-là, on se fait couper la tête. Et là, les Occidentaux qui ont assisté à ces scènes ont rapporté ça de façon en disant « mais c'est tellement horrible ». Enfin bon, on comprend qu'ils sont sortis, il y avait du sang qui avait giclé de tous les côtés, ils sont sortis de là épouvantés, etc. Mais les autres ont gagné leur coup, leur truc, c'est-à-dire ils voulaient montrer aux Occidentaux qu'eux, ils en avaient.
Et c'est pour ça qu'on parle du harakiri en Occident encore aujourd'hui. C'est parce que les Occidentaux l'ont vu dans les années 1860, ont vu ce genre de scène, et ils ont rapporté complètement horrifiés. Et en fait, c'est quelque chose qui était relativement... alors que c'était... Enfin, dans la pratique, c'était quelque chose qui était pas si violent que ça, en réalité. Ah bon, décapitation, c'est toujours violent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas tout ce truc où on s'ouvre le ventre, tout ça. Et là, ils l'ont fait justement pour provoquer les Occidentaux. Et ça a marché. Puisque les Occidentaux, enfin les diplomates britanniques ou autres qui assistaient à ces scènes sont sortis de là malades. Tout à l'heure, tu nous disais que quand on a un seigneur qui perd une bataille, un des premiers trucs qu'on fait en dehors de prendre sa famille, c'est de cramer son château. Justement, ces châteaux, quelle place ils avaient dans ces conflits? Et est-ce qu'ils ont évolué du 10e au 16e? Alors, les châteaux, c'est encore autre chose. D'abord, dans les premiers siècles où émergent les guerriers, les châteaux sont des constructions en bois pratiquement pas fortifiées, avec simplement au milieu du village, au milieu des paysans. Petit à petit, ces résidences se fortifient un petit peu, mais très légèrement quand même, et se développe ce qu'on appelle le double château, c'est-à-dire il y a une résidence de plaine qui est pratiquement pas fortifiée, où le seigneur vit avec ses hommes. Alors il y a une palissade, il y a une guérite, il y a un vague fossé, mais enfin bon, c'est des structures très légères. Et puis il y a une résidence de montagne, ou un château de montagne, qui se trouve à l'arrière-plan, mais ça c'est possible que dans les vallées. Hein. Quand il y a une plaine, c'est pas possible. Et dans ce château de montagne, qui s'appuie sur un relief tourmenté, on entrepose des vivres, des armes, des pierres, et on se réfugie en cas d'attaque. Donc la résidence de plaine est brûlée par le seigneur qui attaque, et la population du village, le seigneur et ses hommes, se réfugient dans le château de montagne et redescendent quand l'armée ennemie est repartie. Voilà, ça c'est donc le schéma, disons, jusqu'au XIVe siècle, même jusqu'au XVe. Et puis, Nobunaga, à la fin du XVIe siècle, invente un nouveau type de château avec des structures en pierre extrêmement solides, puis des superstructures en torchis, et surtout un donjon. Et à partir de là, les seigneurs, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, vont construire un peu partout dans le Japon ces fameux châteaux, avec ces donjons. Alors, ils sont très beaux sur le plan architectural, pas extrêmement efficaces sur le plan militaire, parce que les superstructures en torchis, ça ne tient pas contre l'artillerie, mais les bases du château sont constituées de pierres, de blocs de pierre extrêmement solides. Mais bon, comme la guerre cesse, de fait, il y a eu très peu de combats. Alors, il y a eu le fameux siège du château d'Osaka en 1614-1615, mais le château a résisté, enfin les assiégés ont résisté quand même pendant de longs mois. C'était une citadelle, c'était pas un petit château, hein, mais quand même. On a encore une question sur les femmes, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, à savoir, est-ce que les femmes samouraïs, ça a existé ou pas? Tu nous disais qu'au début, il y a des femmes qui pouvaient être qualifiées de samouraïs, mais est-ce que les femmes guerrières telles qu'on l'entend, ça aurait pu exister, ça a existé? On a des textes qui nous montrent que, par exemple, lorsque son mari est mort, et que son fils aîné est encore trop petit, c'est la femme qui hérite des fonctions seigneuriales. Et donc, c'est la femme qui devient seigneur. Et elle est reconnue comme telle par le shogun. Donc, on a des femmes seigneurs. Est-ce que ça veut dire que ce sont des femmes guerrières? C'est un autre problème. Est-ce qu'elles participent au combat? On n'en a aucune preuve. Est-ce qu'il y a des régiments de combattantes non, ça n'existe pas. Alors, on a quelques textes qui évoquent des femmes combattantes, en particulier la fameuse Tomoe qu'on retrouve dans le Heike. Alors, Tomoe était une combattante extraordinaire qui était apparemment la maîtresse d'un général Minamoto Yoshinaka. Bon, on me dit qu'elle était valeureuse comme plusieurs guerriers à la fois, qu'elle était capable de tirer à l'arc, etc., etc. Mais le problème, c'est que en histoire, vous savez comment c'est, hein, une seule source, ça suffit pas. Il faut plusieurs sources pour croiser les faits. Cette femme a-t-elle existé? Est-ce une invention du texte en question, le Heike Monogatari? On ne sait pas.
Personne d'autre n'en a parlé de cette femme. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors on sait par contre que dans certains épisodes dramatiques où le château est assiégé, le donjon brûle, etc., les femmes, effectivement, se battent parce qu'elles savent qu'elles vont être égorgées, violées ou que sais-je, et donc elles se battent avec un sabre, mais bon, avec des résultats militaires voisins de zéro, évidemment. Et bien plus tard, il n'y a pas eu non plus de corps féminin comme... Oui, si, il y a eu, mais plus tard, hein, il y a eu effectivement un corps féminin à l'époque Meiji, enfin juste avant l'époque Meiji, 1867, 68, 69. Oui, enfin, mais ce sont des épisodes, ce sont des, comment dire, j'allais dire des détails de l'histoire. C'est pas central, ce sont les femmes dans les sociétés patriarcales, les femmes ne combattent pas. C'est comme ça. Les femmes ne font pas jaillir le sang. C'est bien de le dire justement et d'aborder parfois des exceptions ou de détailler des cas, pour le cas de Tomoe semi-légendaire, justement pour mettre en avant ce que l'on sait sur ces périodes. Tout à l'heure on parlait un petit peu culture, tu as commencé à aborder un petit peu le sujet de la religion. Alors comment s'y retrouver là-dedans? Parce qu'entre le bouddhisme, le bouddhisme zen, l'amidisme, comment s'y retrouve? Il faut un peu rentrer dans ce que c'est que le bouddhisme, évidemment. Bon, d'abord, il y a comme tu le sais, il y a le Shinto, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le Shinto, la voie des dieux, qui est une partie, qui est une forme de religiosité très répandue au Japon, avec des sanctuaires. Bon, ça c'est une chose. Et puis il y a le bouddhisme, qui est évidemment une religion qui est née en Inde, qui est passée par le Tibet, la Chine et la Corée avant d'arriver au Japon au VIe siècle, et qui lui-même se divise en diverses branches en quelque sorte. Alors, pour simplifier, mais ultra simplifier, les spécialistes d'histoire des religions vont m'arracher les yeux, mais je simplifie terriblement. Il y a deux types de bouddhisme. Il y a le bouddhisme qu'on appelle Taliki et le bouddhisme qu'on appelle Jiliki. Le bouddhisme Taliki, c'est compter sur la force de la divinité. En gros, c'est l'amidisme. L'amidisme, c'est le culte du Bouddha Amida, qui est une figure du Bouddha qui fait vœu de sauver tous les hommes, quels qu'ils soient. Alors, selon les différentes écoles, à condition qu'ils récitent l'invocation au Bouddha Amida, ou bien qu'ils récitent leur chapelet, ou bien qu'ils dansent des danses amidistes, comme dans le cas de la secte Dipen. Bon, alors, ce bouddhisme amidiste est essentiellement répandu dans les populations roturières, paysannes, mais il y a quelques guerriers qui quand même adhèrent à ça. Ce bouddhisme amidiste donc compte sur la divinité du Bouddha Amida pour se sauver. Donc on se confie en quelque sorte au Bouddha Amida au moment de sa mort, en espérant qu'il nous emmènera dans son paradis de la terre pure. Alors normalement, puisqu'il a fait vœu de sauver tous les hommes, il va vous sauver vous aussi. Enfin, on ne sait jamais, donc il vaut mieux quand même réciter l'invocation du Bouddha Amida. Bon, je plaisante comme ça, mais c'est une doctrine religieuse qui est tout à fait solide, hein, tout à fait exceptionnelle même. Et ça existe d'ailleurs pas seulement au Japon, mais partout. Moi, j'ai vu dans le Nord-Vietnam communiste des paysannes repiquer le riz en chantant l'invocation au Bouddha Amida, que j'ai reconnue en vietnamien, parce que c'est la même qu'en japonais. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Bon, ça, c'est le bouddhisme dans lequel on se confie en quelque sorte à cette personnalité, cette personnalité divine qui est le Bouddha Amida. Et puis, un autre bouddhisme qui est le bouddhisme Jiliki, qui dit tout ça, c'est des bullshit, tout ça, c'est pas sérieux. Pour s'en sortir, il n'y a pas de terre pure dans l'au-delà. Le seul truc qui puisse nous arriver, c'est qu'on réussisse à s'en sortir soi-même. Donc, il ne faut pas compter sur la divinité, il ne faut pas compter sur Dieu, il faut compter sur soi. Donc, c'est une forme d'humanisme poussé à son extrême.
Ça, c'est le zen. Donc, assieds-toi là, mets-toi en position du lotus et médite. Et peut-être, tu réussiras à atteindre l'éveil, l'illumination, qui te débarrassera de toutes les souffrances humaines. Tu deviendras un Bouddha. Peut-être. Donc ça, c'est une manière de concevoir le bouddhisme qui est très différente. Tu vois, entre les deux, il y a quand même vraiment un 180 degrés en quelque sorte. Mais le bouddhisme, c'est tellement immense que c'est un peu comme le christianisme. Hein. Il y a évidemment beaucoup de choses différentes entre, j'allais dire, sectes chrétiennes. Courant. Et au sein du protestantisme, entre les différentes églises, etc. Dans le cas du bouddhisme, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors là, j'ai évidemment hyper simplifié, hein, parce qu'il y a d'autres écoles, le Shingon, le Tendai, la secte du Lotus, etc. Mais on va dire que c'est les deux principales écoles, qui sont surtout, sur l'arc, en quelque sorte, de la pensée. Elles sont complètement à droite et complètement à gauche, si je puis dire, sans rapport avec la politique, bien sûr. Et donc, les guerriers, d'une façon générale, sont plutôt du côté du jiliki, c'est-à-dire de s'en sortir par soi-même. Pourquoi ? Parce que ils retrouvent dans cette pratique de la méditation quelque chose qui contribue à apaiser leur âme, si je puis dire. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, les guerriers vivent quand même dans un état d'instabilité psychologique terrible, parce qu'ils peuvent être remis en question à tout moment, surtout au moment où il y a des guerres, et il y en a beaucoup. Donc un guerrier, il faut imaginer le stress permanent dans lequel vivent ces types. Ils peuvent se faire renverser par leurs propres amis, leurs propres familles même, renversés par le seigneur voisin, tomber dans un guet-apens, enfin bon, bref. C'est quand même terrible. Donc, le zen, d'une certaine façon, leur permet un petit peu comme le yoga, hein, permet en quelque sorte, de se retrouver des ressources en soi-même. Et donc, le zen a été très pratiqué par les guerriers. Alors, on sait que à l'époque Edo, notamment, va y avoir un grand développement des arts. Les samouraïs, durant cette période médiévale, c'est des gens qui sont aussi producteurs d'art ou pas du tout? Ah oui, bien sûr, oui. Ce groupe de guerriers est suffisamment large, puissant pour qu'il y ait chez eux des lettrés, des intellectuels aussi, pas simplement des généraux et des combattants, et des experts au tir à l'arc. Il y a aussi des personnages qui sont experts en poésie, en calligraphie, voire en peinture même. Certains peintres, sculpteurs même, sont d'origine samouraï. Donc oui, bien sûr. C'est un groupe qui est quand même très large, un groupe de guerriers. Alors on dit 7%, mais ça 7%, c'est au 19e siècle. Peut-être qu'au Moyen-Âge, c'était, je ne sais pas, à vrai dire, on ne sait pas, on ne peut pas mesurer, on n'a pas de statistiques, mais c'était peut-être à peu près du même ordre. Donc 7%, ce n'est pas la classe dirigeante, c'est la classe moyenne. Hein. Ce que je veux dire, c'est que donc il y a des individus qui font partie de cette caste et qui peuvent s'exprimer à travers les arts. En revanche, l'art n'est pas, je veux dire, c'est pas une des bases de cette caste qui doit être productrice d'art. Non, bien sûr. Le guerrier en tant que tel, il ne produit pas n'importe quel type d'art d'ailleurs. Hein. Par exemple, l'art des jardins, c'est pas les guerriers. L'art du théâtre, c'est pas les guerriers. L'art des parfums, c'est pas les guerriers. Mais les guerriers peuvent effectivement participer à des concours de poésie, par exemple, ou de poèmes enchaînés, les lenga, et être expert dans la connaissance de la littérature classique chinoise, Confucius, les classiques, comme on dit là-bas. Ça pose pas de problème. La connaissance intellectuelle ne pose pas de problème. Et donc la calligraphie, la poésie, oui. Mais ils peuvent apprécier tout à fait l'art des jardins ou le théâtre. Mais ils ne sont pas producteurs, en tout cas pas au Moyen-Âge. Oui, d'accord, parce qu'effectivement, avec Olivier Ansart, on avait vu que sur l'époque Edo, les samouraïs étaient assez impliqués dans le no, par exemple. Mais là, du coup, ce n'est pas le cas durant la période médiévale. Oh non, au Moyen-Âge, ceux qui ont inventé le no, c'est-à-dire Kan'ami et son fils Zeami, son petit-fils Motonaga, sont des gens de très très humble origine, probablement des Hinin, c'est-à-dire des parias.
comme tous les acteurs de théâtre de cette époque-là d'ailleurs. Donc, ce sont de pauvres bougres à l'origine, hein. Mais ils sont devenus, ils ont connu une ascension sociale extraordinaire parce que le shogun les a remarqués, les admire, les finance. Il y a un mécénat des grands guerriers pour les troupes de No, et puis des grands monastères aussi, ce qui fait que ces gens s'enrichissent et deviennent des gens importants. Zeami était un confident du shogun, et les grands seigneurs qui voulaient avoir accès au shogun demandaient à Zeami de leur concocter un rendez-vous, par exemple. C'était un personnage qui avait pris une importance considérable. Et c'était un type qui était absolument génial dans l'art de la mise en scène et de l'écriture de pièces de No. C'est un type qui avait du génie, il n'y a aucun doute. Mais c'était pas un guerrier. On a un commentaire qui se plaint dans le chat en disant quand même, ça parle pas beaucoup de sexe. Alors allons-y, une petite parenthèse de 2 minutes parce que c'est vrai qu'on en a parlé aussi dans le bouquin de ça. Bon, on vit dans une société et dans cette case de samouraï, c'est très viril, quoi. Qu'est-ce qui peut découler de tout ça? Bon, bah d'abord ils sont polygames, hein, au sens ils ont une seule épouse officielle, mais ils ont des concubines, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a le repos du guerrier, ça existe aussi. Et puis il y a aussi évidemment, comme toujours dans les sociétés militaires, les sociétés guerrières, il y a ce compagnonnage viril entre hommes qui débouche sur des pratiques qu'on appellerait aujourd'hui des pratiques bisexuelles. Donc tous les grands seigneurs, en tout cas c'est très clair pour la fin du XVIe siècle, tous les grands seigneurs de l'époque, enfin un grand nombre d'entre eux en tout cas, sont bisexuels ouvertement. C'est-à-dire que Nobunaga avait des garçons et des filles. Tokugawa Ieyasu, le fondateur du shogunat, on lui reprochait de passer trop de son temps avec les garçons au lieu de faire de la politique. Enfin bon, bref, il y a des histoires qui se racontent comme ça. Bah, c'était la pratique normale, c'était comme ça. C'était les maîtres. Et les maîtres pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ou à peu près, avec soit les femmes, soit les garçons. Et alors au XVIIe siècle, après, à l'époque d'Edo, la chose devient de plus en plus claire. C'est-à-dire que un vrai mec, c'est un mec, enfin un vrai guerrier, c'est un homme qui apprécie les garçons, pas les filles. D'ailleurs, on a dit souvent que Bushido, une autre manière de dire le Bushido, c'est Otokonomichi, c'est-à-dire la voix des garçons. Oui, parce que la femme, ça n'est rien, quoi. Bah, la femme, c'est pas grand-chose, ça n'est rien, ça sert à faire des enfants, point. Mais la véritable passion, c'est les garçons. Et donc, tous les grands seigneurs avaient autour d'eux des pages, comme chez nous d'ailleurs, avaient des pages, des jeunes serviteurs qui étaient eux-mêmes fils de guerriers, et qui les servait dans tous les sens du terme, en quelque sorte. Ce que je te propose, c'est qu'il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure pour cet entretien. On a quelques questions qui vont aller vraiment à droite à gauche sur plein de thématiques différentes. Je te propose qu'on passe un peu moins de 10 minutes dessus, puis ensuite pendant 5 minutes, tu pourras nous conseiller peut-être quelques ouvrages et faire ta pub, ce qui est toujours très important. On nous demande déjà si tu as vu la série Shogun. Est-ce que tu en as pensé? Alors j'ai lu le bouquin de Clavel il y a très longtemps, et j'avais vu la première série Shogun, celle qui avait été diffusée, je pense, aux alentours de 1980. J'avais trouvé ça intéressant, amusant, et pas si mal que ça. Mais j'ai pas vu la nouvelle. Ça fait partie des choses qu'il faut que je fasse un jour ou l'autre. Peut-être pendant les vacances de Noël, je vais consacrer du temps à ça, parce que là, en ce moment, j'ai pas le temps de regarder ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Enfin, ils ont fait quand même un effort. À la différence, par exemple, de Last Samurai, le dernier Samouraï, avec Tom Cruise, qui est quand même un délire total, qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Je pense que dans la série Shogun, il y a quand même beaucoup plus de liens avec le Japon réel, tel qu'il était à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe, que dans le dernier Shogun, le dernier Samouraï, par exemple. Enfin, c'est mon avis, mais j'ai pas vu le film, j'ai pas vu la série. On nous demande, tout à l'heure tu nous parlais des sources et tu nous disais bon, quand même le mieux là-dedans c'est quand même de parler, de savoir lire le japonais, ça aide. On demande combien de temps toi t'as pris pour apprendre
leur langue? Bah, j'apprends toujours, tous les jours. Voilà, ça c'est la réponse humble. Bah oui, c'est vrai. Qui motive pas des masses, j'imagine, pour le gars qui est en train de nous écouter, qui se dit ah bon. Non, mais il y a une différence entre non, mais attendez, il y a une différence entre, enfin, attendez parce que je parle aux personnes qui posent la question. Il y a une différence entre parler le japonais couramment dans la rue, la conversation tous les jours. D'une part, ça c'est une chose, c'est assez facile en fait, on peut y arriver assez facilement. C'est autre chose déjà de lire le journal tous les jours, mais on peut y arriver. C'est autre chose de lire des textes médiévaux, même imprimés, dans le texte. Vous lisez pas du français du XIVe siècle tous les matins au petit déjeuner non plus. Hein. Donc, il faut voir aussi que ça nécessite un investissement, bien entendu, en temps pour maîtriser cette langue qui est pas le japonais d'aujourd'hui, hein, qui est un autre japonais, avec évidemment en plus toutes les variantes liées au fait que au 12e, au 13e, c'était pas tout à fait comme au 14e et au 15e, que le 16e c'est encore autre chose, etc., etc. Et que par ailleurs, il n'y avait pas d'académie française qui vous dit voilà, la langue française, c'est comme ça. Donc chacun écrivait un petit peu comme il voulait, comme il le sentait. Et quand on n'est pas de l'époque, c'est pas toujours évident. Mais je répète, les Japonais ont fait un travail gigantesque depuis un siècle et demi. Il y a beaucoup de textes qui sont publiés. Et quand je dis publiés, ça veut dire que bien sûr, ils sont publiés tels quels, mais parfois aussi avec une traduction en japonais contemporain, et puis surtout un appareillage de notes qui vous permet quand même de vous débrouiller assez vite. Donc on y arrive. On nous demande quelle était la place de l'espionnage dans ces guerres. Alors on a assez peu de sources en fait sur l'espionnage, puisque par définition c'est une activité non ouverte, hein. C'est une activité camouflée, donc on a peu de choses. Mais au XVIe siècle, à l'époque des grandes guerres seigneuriales, tous les seigneurs avaient autour d'eux des gens qu'on appelait des shinobi, qui étaient en fait des informateurs, des espions qui étaient envoyés en mission dans le fief voisin pour savoir combien de régiments étaient mobilisés, si l'armée était prête à partir en campagne ou pas, si le seigneur voulait marier sa fille avec qui, etc., etc. Donc on avait effectivement, il y avait des espions et certains textes que je cite d'ailleurs dans mon bouquin sur les ninjas, certains textes montrent que sans ces espions, sans ces shinobi, les guerres n'auraient pas pu être gagnées parce que, comme chacun sait, l'information c'est une chose essentielle quand on mène une guerre. Savoir qui est son ennemi, comment il fonctionne. Comment il se ravitaille, etc. C'est fondamental. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, il faut aller voir je fais de la pub précocement là par rapport à ce que j'avais annoncé tout à l'heure, mais Histoire des ninjas qui vient de sortir en fait, c'est ça. Voilà, très bien. Aux éditions Talendier. Super éditeur, comme je le dis. Hein, je l'avais dit il y a pas très longtemps, mais vu que c'est mon éditeur, je peux le dire, c'est un super éditeur. Voilà. Donc, Histoire des ninjas qui vient de sortir aujourd'hui. Homme de main et espion dans le Japon des samouraïs. On nous repose des questions. Alors, il y a une question qui revient sur la bisexualité en disant mais du coup, pourquoi si elle était aussi courante, c'est aussi tabou aujourd'hui alors que les Japonais sont plutôt fiers de leurs racines samouraï? J'ai pas bien compris. Pourquoi est-ce que c'est tabou aujourd'hui? En gros, ouais, c'est ça. En gros, c'est. Je pense que ça, si tu veux. Alors, je réponds au camarade aussi qui est dans le chat, peut-être à la place de Pierre-François, mais en gros, c'est aussi parce que l'image du samouraï a été utilisée d'une certaine manière. Et qu'elle a été revue au prisme de la pop culture et de plein d'autres trucs qui font que cette image virile, elle est souvent très mise en avant et que donc on n'a pas aujourd'hui la même lecture de tout ça. Enfin, je pense. Oui, mais d'abord dans le Japon d'aujourd'hui, l'homosexualité, c'est pas un tabou non plus. Moi, j'ai lu des tas d'ouvrages sur, par exemple, Nobunaga où on parle de sa sexualité sans se cacher derrière son petit doigt. Donc non, il n'y a pas énormément de tabous dans le Japon de cette époque-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre peut-être, c'est que
à tort ou à raison, on associe aujourd'hui l'homosexualité à une forme d'efféminé. Enfin, les homosexuels sont considérés, à tort ou à raison, plutôt à tort d'ailleurs, comme des gens efféminés. Donc ça colle pas avec l'idée du samouraï. Mais c'est pas ça du tout. L'homosexualité, c'est aussi l'hyper-virilité, l'hyper-masculinité. Les samouraïs considèrent que les seuls capables de les comprendre et donc susceptibles d'être aimés, ce sont des gens comme eux. Ils sont tellement contents d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'on puisse être différent. Donc, ils n'ont des relations sexuelles que s'ils le peuvent, qu'avec des gens du même rang qu'eux. Et encore une fois, ils sont bisexuels, hein, ils ont aussi des relations avec des femmes, bien entendu, ils ont des maîtresses, des concubines, etc. Tout ça fonctionne bien, mais c'est un tout. Il n'y a pas comme chez nous, de séparation entre une homosexualité et une hétérosexualité. Ils sont bisexuels, c'est comme ça. Personne ne se pose la question. Mais encore une fois, c'est la virilité qui est en jeu. Être homosexuel, c'est être hyper viril. Alors que dans nos sociétés, être homosexuel, c'est considéré comme être non viril, justement. Donc, il y a une sorte d'inversion des valeurs. Comme quoi, même l'homosexualité est un sujet d'histoire. Il y a quelqu'un qui a rebondissé sur la série que tu n'as pas vue, mais qui dit que effectivement dans la série, la poésie, elle a un rôle assez important, et on voit notamment quand un type se dit bon bah là il me reste 5 minutes avant de canner, profitons-en pour écrire un petit haïku qu'on laissera derrière. Est-ce que ça c'est quelque chose qui se faisait ou pas, ou juste avant de mourir de se dire bon c'est pas mon testament, mais c'est un sacré cran juste avant de mourir pour se permettre de faire une poésie, même un haïku, un petit haïku, mais ça, on a des exemples. On a des exemples. Donc, ça a existé pour de bon. Est-ce que c'était général? Ça, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Mais par exemple, Sen no Rikyu, le maître de thé à qui Hideyoshi a demandé de se suicider, a écrit un poème avant de se suicider, quelques minutes avant de se suicider. C'est très, très émouvant d'ailleurs de lire ce poème quand tu sais que le type va mourir 10 minutes plus tard. On a une dernière question qu'on va prendre avant de clôturer cet entretien. On dit, mais pourquoi tous les châteaux au Japon sont en bois alors qu'ils étaient en pierre chez nous? Alors ça, c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas trop répondre. Toute l'architecture japonaise depuis les origines est en bois. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont jamais utilisé véritablement la pierre. Est-ce que c'est pas à côté de l'activité, à cause de l'activité sismique? Oui, enfin bon, recevoir un madrier, ça fait mal aussi. Hein. C'est pas, non, je pense pas que ce soit ça. Je veux dire par là que un château en pierre, c'est un peu chiant. C'est peut-être plus chiant à construire qu'un château en bois. Alors, donc, il y a ça. Pouvoir le reconstituer derrière, c'est voilà. En effet. Mais je vous ferai remarquer quand même que sous les Carolingiens jusqu'au XIIe siècle, tous les châteaux étaient en bois en Europe. Hein. Ce n'est qu'au XIIe siècle qu'on s'est mis à construire des châteaux en pierre. Donc, mais je reconnais que je ne sais pas répondre à cette question sérieusement, je veux dire. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, les gens ont l'air de... Il y a pas mal de pistes dans le chat où les gens se posent des questions, essayent d'apporter des réponses. En tout cas, sur le sujet des samouraïs, eh bien, si on veut en savoir plus, qu'est-ce que tu nous conseilles, que ce soit en termes de bouquins, en termes de documentaires, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent aller consommer, voilà, pour en savoir un peu plus? Bon, il faut voir des films quand même. Les films japonais sont quand même de très bonne qualité en général, donc notamment ceux de Kurosawa. Les films, donc les 7 samouraïs, même si on peut discuter de la vérité historique de ce film, la véracité historique de ce film, mais enfin bon, quand même. Kagemusha, Ran, et bien d'autres encore. Plusieurs films, de nombreux films japonais, notamment des années 50 d'ailleurs, nous informent bien. Mais c'est du vieux cinéma, hein, c'est pas du cinéma. Enfin, Ran, c'est du cinéma des années 80, mais bon, ça c'est une chose. Ensuite, pour ce qui concerne les séries, je sais pas. Si tu dis que Shogun c'est bien,
je vais quand même la regarder. Ça met en avant d'autres aspects aussi du Japon à cette période-là, notamment les rôles, le rôle de la traduction par exemple, qui souvent est quasiment jamais abordé. Et là, c'est assez chouette. Donc, peut-être cette série, alors, elle serait à voir. Et puis, alors, concernant les livres, évidemment, il y a celui qu'on vient de produire. Peut-être tu pourrais le mettre à l'écran pour que ce soit visible. Évidemment, Les Samouraïs, voilà, ça y est, c'est sorti, c'est partout. Il y a pas mal de gens qui ont collaboré dedans. Alors depuis tout à l'heure, on citait des noms, mais donc toi, tu as pu poser un petit peu tes mains dessus. On a également eu Olivier Ansart, qu'on n'arrête pas de citer depuis tout à l'heure, Julien Pelletier, qui est passé pas mal de fois dans l'émission. On a reçu Delphine Mullard la semaine dernière, et on a parlé imprimerie et estampes, et c'était vachement bien. Mais il y a aussi des gens comme Keiichi Nakajima, ton pote du Japon que tu as pu traduire pour cet ouvrage, Guillaume Carré, bref, on a du beau monde. William Blanc qui s'incruste absolument partout, comme on l'a dit il n'y a pas très longtemps lors d'un live sur tous les projets. Bref, on a du beau spécialiste sur cet ouvrage. Oui, tout à fait. En plus, il est bien illustré. C'est un beau livre en même temps que le contenu qui globalement est assez satisfaisant, si je puis dire. Et puis, alors bon, ça c'est une chose. Alors moi de mon côté, j'ai écrit, on a republié récemment dans la collection Chant chez Flammarion, petit bouquin sur l'histoire des samouraïs que j'ai écrit, donc qui a été publié au printemps dernier. J'ai également, pour une histoire générale, la nouvelle histoire du Japon qui a été également republiée chez Perrin à la fin de l'année dernière, en 2023. Et puis donc là, ce livre là, qui sort ces jours-ci aussi, là, sur les ninjas, dont Benjamin vient de parler. L'histoire des ninjas. Voilà. Qui est un format alors assez agréable. Je veux dire, ça m'a l'air quand même assez accessible. C'est pas écrit quand tu le prends comme ça. Bon, tu te dis c'est pas non plus un énorme pavé, et dedans c'est pas écrit en tout petit. Donc ça rebute pas si tu connais rien au ninja et que tu tombes là-dessus. Tu te dis pas oulala, ça va être long et compliqué à lire, quoi. Oui, on a essayé de faire un livre effectivement qui est pour tout public, comme on dit, mais qui s'attache à démystifier en quelque sorte le mythe des ninjas et à montrer comment ce mythe s'est construit au cours des siècles, depuis l'émergence des premiers shinobi au 15e, au 16e siècle. Écoute, Pierre-François, en tout cas, merci de ton temps, de ces 2 heures que tu nous as accordées. C'était passionnant. On a eu pas mal de questions. Malheureusement, je suis désolé, on n'a pas pu répondre à tout. Mais je crois que les questions sur les samouraïs et le Japon, on n'en a jamais fini quand on commence à mettre le doigt dedans. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à suivre les conseils de Pierre-François Souiri qu'il vient de nous donner à l'instant. Pierre-François, est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour la fin ? Non, sinon pour te remercier de m'avoir donné la parole pendant si longtemps et de m'avoir donné le temps de m'exprimer sur cette question des samouraïs sur lesquels je travaille en effet depuis fort longtemps moi-même. Avec grand plaisir. Merci encore à Louis pour la préparation de cette émission et à très bientôt. Salut, ciao.